Nous sommes le 4 janvier 2023. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune considération ou aucun mandat de quelque nature que ce soit. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une heureuse année 2023 et bien entendu de suivre l'actualité et de suivre mes vidéos. Donc, ce souhait s'adresse à mes abonnés et à mes futurs abonnés et je vous invite à partager. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est le suivant. Dominance et contrôle de la Chine sur le Canada ou simplement influence? Question. Voilà. C'est difficile d'aborder la question de la Chine sans aborder les questions constitutionnelles. La Chine est dominée par le Parti communiste chinois qui comporte un certain nombre de composantes, à savoir le bureau organisationnel qu'on appelle traditionnellement le Hors-Bureau, le Politburo et les différents comités qui s'occupent de différentes juridictions, de différentes autorités, de différents sujets. Et au-dessus de tout ça, évidemment, il y a le puissant secrétaire général du Parti communiste qui est Xi Jinping, ou Xi Jinping. On peut le prononcer Xi ou Xi. En fait, il semble y avoir une certaine controverse là-dessus dans les médias, mais bon, peu importe. Donc, et là, j'attire votre attention sur un événement important qui s'est produit dans l'histoire de la Chine. C'est qu'en 2004, la Chine, qui était sous l'influence du marxisme-léninisme dans son interprétation maoïste, c'est-à-dire que l'économie est totalement sous le contrôle de l'État, c'est-à-dire que les moyens de production étaient totalement sous le contrôle de l'État, étaient la propriété de l'État. Eh bien, en 2004, Hu Jintao a introduit une réforme, une libéralisation qui va faire en sorte que les moyens de production vont pouvoir être privatisés, en quelque sorte, dans les limites prévues par la loi néanmoins, et que les investissements étrangers vont être bienvenus en Chine. Évidemment, et un autre point important, le rendement des travailleurs va devenir une norme constitutionnelle, ce qui veut dire qu'en Chine, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de convention collective, il n'y a pas de négociation, et voilà. Il y a une règle, et c'est la règle fixée par le Parti communiste. Il n'y a pas ce qu'on appelle un check and balance, qui est issu évidemment de l'Angleterre, de la commune law anglaise, et qui a été repris par les Américains dans leur constitution. Évidemment, tout ça, cette libéralisation va connaître des hauts et des bas. Bien entendu, les oligarques vont développer un pouvoir concurrentiel à celui du Parti communiste. Ils vont devenir des concurrents, voire même devenir des concurrents du secrétaire général du Parti communiste. Et lorsque Xi Jinping, au début des années 2010, devient le secrétaire général du Parti communiste, eh bien, il y a un certain retour à l'orthodoxie. C'est-à-dire que l'État, le Parti communiste, veut reprendre le contrôle des oligarques et on sait très bien que nombre d'oligarques étrangers ont investi des sommes importantes en Chine et ces sommes importantes, en quelque sorte, ont probablement fructifié, étant donné l'absence d'opposition syndicale, étant donné que le climat de relations de travail est tout à fait différent. En fait, c'est un climat de relations de travail uniforme, uniligne, sans opposition. Et il existe à cet égard une chambre de commerce, la chambre de commerce de Hong Kong, qui était présidée jusqu'à tout récemment par Amélie Charest, la fille de l'ancien premier ministre du Québec, qui permet en quelque sorte de se donner une idée de l'importance d'un investissement canadien en Chine. En fait, le membership est public et de même que les activités de cette chambre de commerce de Hong Kong qui a été très bien intégrée avec Hong Kong, bien entendu, à l'ensemble chinois marxiste. Donc, cette libéralisation
va néanmoins faire en sorte que l'influence chinoise va s'étendre dans les démocraties dites libérales. Les États-Unis, le Canada, les pays de l'OTAN, la France, l'Angleterre, l'Allemagne. L'influence chinoise va devenir extrêmement importante. C'est en quelque sorte un dénominateur commun, un essai de la part des Chinois de l'économie de marché. On s'essaie à l'économie de marché, mais d'un autre côté, on redoute la constitution d'oligarchie. Ces oligarchies vont se constituer et vont représenter un certain problème, et plusieurs oligarques chinois vont devoir quitter la Chine en raison de problèmes avec la justice chinoise. Maintenant, ces départs vont être compensés par l'arrivée des oligarques canadiens et américains. En ce qui concerne le Canada, de façon plus spécifique, il faut rappeler des événements qui démontrent cette influence, cette dominance, voire à la limite ce contrôle de la Chine au Canada sur certaines institutions. On va prendre par exemple le scandale Nortel en 2010, un scandale qui au départ était un scandale financier, va se transformer en histoire d'espionnage puisque une partie du know-how canadien qui était la propriété de Nortel a été, en fait, ce que les médias nous en disent à cette époque-là, été copié par l'espionnage chinois, par les méthodes chinoises. Donc, à ce moment-là, il faut comprendre que le scandale Nortel avait un double aspect, un aspect financier et un aspect à proprement parler technique relié au know-how technologique développé par l'entreprise qui avait décidé, pour toutes sortes de raisons, de ne pas nécessairement breveter, mais de garder secret des innovations. C'est ce qu'on appelle le know-how technologique. Voilà. En 2017, il y a l'histoire de Norsat, une autre histoire bizarre qui se passe en Colombie-Britannique, dans la région de Vancouver. Et là, ce sont les Américains qui vont appuyer, qui vont sonner l'alarme et qui vont en quelque sorte dénoncer cette influence, cette infiltration des Chinois dans l'entreprise qui se spécialise dans les satellites, dans les communications, tout ce qui touche à l'électronique, l'optique, et qui qui emprunte de la technologie américaine. Et là, à ce moment-là, les Américains vont réagir fortement et vont rompre des liens avec Norsat. Il faut comprendre que dans le cas de Nortel, comme dans le cas de Norsat, comment l'histoire s'est terminée, ça reste un peu mystérieux. Voilà, c'est une des caractéristiques d'ailleurs de l'infiltration chinoise, la façon dont ils réussissent à s'infiltrer, à dérober et à quitter en douce. Même chose va se produire dans le cas, par exemple, du laboratoire de virologie au Manitoba suite au 13 mars 2020 dans la pandémie, dans le dossier de la pandémie de la COVID. Là, il y a deux savants chinois qui vont réussir à quitter le Canada et alors qu'on les soupçonne d'avoir joué un rôle dans la constitution du fameux virus de la COVID. Évidemment, il va y avoir tout un enchaînement dans le cadre de la pandémie qui va mener aux vaccinations massives, qui va amener au passeport sanitaire, qui va mener au portefeuille numérique, au crédit social, la reconnaissance faciale, l'identité numérique, etc. Tout cela est rendu possible grâce à quoi? Grâce à la 5G, qui va s'implanter de façon graduelle et je vous dirais obséquieuse, un peu vicieuse, et qui va avoir tendance à remplacer les autres modes de communication pour l'Internet et toutes les grandes entreprises vont adopter la 5G. Au départ, ça va être Huawei et ensuite, bon, finalement, Rogers, Vidéotron, TELUS, tout le monde va adopter la 5G, va même réussir une percée aux États-Unis. Et il faut comprendre que la 5G, essentiellement, c'est une technologie chinoise avec des capteurs conçus, un hardware conçu à la chinoise et un software, c'est-à-dire des algorithmes
chinois. C'est comme vraiment, là, passez-moi l'expression, acheter un véhicule fabriqué à l'étranger et faire confiance aux étrangers pour l'entretien, le remplacement des pièces, etc. Parce que nous, ce n'est pas notre technologie. Ce ne sont pas nos capteurs, ce ne sont ni le hardware ni le software. Donc, et ça, c'est chinois et c'est implanté dans la vie civile. Entendons par vie civile les institutions qui ne sont pas la police, la défense, etc. Et là, on va se retrouver dans le fameux dossier Saint-Clair. Et là encore, les Américains vont sonner l'alarme parce que Saint-Clair est contrôlé par une société chinoise. Et là, c'est la tentative des Chinois de mettre la main sur les réseaux de communication de la police, de la GRC, de la défense. Bon, tout ça, c'est dans les médias, je n'invente absolument rien. Donc, il est question de secret d'État, la protection des secrets d'État, les questions de sécurité nationale, tout ça est mis en péril par les tentatives de cette société dite Saint-Clair, qui est en fait un front pour une société japonaise de mettre la main sur les réseaux de communication, hardware et software. Maintenant, il y a une autre manifestation de cette infiltration, de cette tentative de contrôle de la Chine, c'est l'installation au Canada de ce qu'on va appeler les stations de police, de ce que les médias vont appeler les stations de police. C'est-à-dire qu'en plus de l'ambassade et des consulats, il y a au Canada maintenant, de la part du gouvernement chinois, des stations de police qui visent à offrir des services aux résidents permanents ou aux visiteurs chinois. Ça, c'est la raison officielle donnée par le gouvernement chinois. Est-ce qu'on peut les croire? Finalement, l'affaire est sous enquête par la gendarmerie royale. On va voir où tout ça va nous mener. Un autre événement significatif important, c'est le financement illégal par la Chine, le Parti communiste, de 11 candidats qui se sont présentés aux dernières élections. Là, c'est beaucoup plus sensible et en fait, on peut sérieusement s'interroger à ce moment-ci sur la véritable étendue de cette influence, puisque là, nous sommes au niveau politique. Au départ, c'est le niveau économique, là, maintenant, on tombe dans le niveau politique. Il faut voir aussi que, de façon officielle, l'époque de Hu Jintao est vraiment terminée, puisqu'au 20e congrès du Parti communiste, il s'est fait expulser de la salle par Xi Jinping de façon, je vous dirais, assez cavalière et méprisante, pour ne pas dire manu militare, par le bras et dehors. Donc, c'est un message lancé aux oligarques occidentaux, à nos oligarques québécois et canadiens, à savoir qu'il y a un retour à la doctrine initiale, qu'il y a un retour à une doctrine militaire conjointement avec la Russie, soit dit en passant, n'est-ce pas, même si les médias en parlent peu, et que ce sont deux superpuissances nucléaires. Et ce qui peut-être c'est ce qui explique aussi l'attitude de méprisante du secrétaire général du Parti communiste lorsqu'il a rencontré Justin Trudeau, n'est-ce pas, au dernier G20, et que là, passez-moi l'expression, il lui a fait la morale sur l'importance de garder confidentielles les enquêtes de police. Évidemment, Justin Trudeau voulait se faire du capital politique, mais il a complètement perdu la face puisqu'il n'avait pas à amener dans une discussion de corridor des informations aussi sensibles. Et le secrétaire général du Parti communiste le lui a durement rappelé. J'aimerais aussi souligner l'influence chinoise, la présidence chinoise à l'occasion de la COP 15 sur l'environnement et les espèces menacées, ce qui est très important puisque la présidence était chinoise, je le répète, alors que la situation de l'environnement en Chine est absolument catastrophique. Donc, c'est vraiment le double langage tout le temps des Chinois. On préside la COP 15, mais de l'autre côté, l'environnement sur le territoire de la République populaire de Chine est vraiment, passez-moi l'expression, en situation honteuse. Maintenant, j'aimerais aussi, pour terminer, après avoir fait ce court bilan,
terminer par certaines questions fondamentales. En 2019 et 2020, il y a eu des rumeurs à l'effet que les forces armées chinoises s'entraînaient avec des forces armées canadiennes sur le territoire canadien. Ça n'a jamais été confirmé ou fouillé par la presse, mais la rumeur a persisté pendant quelques temps. La question finale, la conclusion, c'est est-ce que la Chine, est-ce que le Canada est sous une forme de contrôle, d'influence ou dominance de la Chine? Est-ce que nos institutions, nos dirigeants politiques et économiques sont sous le contrôle ou l'influence de la Chine? Est-ce que certaines personnes parmi les officiels seraient devenues des agents d'une puissance étrangère hostile au Canada? On est en droit de se poser toute une série de questions suite aux événements, ensuite à la chronologie des événements que je viens de vous exposer. Les questions se posent et elles sont sans réponse, mais elles sont extrêmement inquiétantes, d'autant plus que la Chine se rapproche de la position russe sur le plan militaire. C'est au moins la deuxième ou la troisième fois qu'ils participent ensemble à des manœuvres et qu'ils ont tendance, passez-moi l'expression, à fusionner le réseau de communication. Et parce que pour participer à des manœuvres conjointes, il faut pouvoir se parler, il faut pouvoir échanger. Donc, il y a une uniformisation, une harmonisation des communications entre les deux grandes puissances. Voilà. Donc, je vous laisse sur ces questions sans réponse et je vous invite à faire le suivi que moi j'ai commencé et que j'ai développé, que je vais continuer de développer au sujet de l'influence, de la dominance, voire du contrôle de la Chine sur le territoire canadien. Une question très inquiétante. Donc, je vous renouvelle mes vœux. Heureuse et bonne année 2023. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Voilà. Bonne journée. À la prochaine.